l'étude du chapitre 33. Bon, on va récapituler un peu. Et après, je vais vous proposer un petit sujet comme ça de production écrite pour voir un peu comment peut-on se servir de l'argumentation indirecte pour défendre ou bien pour réfuter une thèse. Voilà, donc la première partie de notre travail consistera en l'étude du chapitre 33, c'est ça. Je vais vous envoyer des parties du cours, comme ça on va rédiger et on va expliquer à fur et à mesure. Donc, si vous êtes d'accord, bien le chapitre entendu, 33 est bien entendu un texte bien sûr descriptif et narratif à la fois. Ça n'a rien à voir avec l'argumentation directe, vu que le condamné à mort laisse libre cours à son expressivité, à l'exaltation du moi. Il évoque un souvenir du passé, c'est de la rétrospection. Ici, on assiste à une narration ultérieure, c'est-à-dire que, bien entendu, le condamné à mort raconte des faits passés, voilà. Donc, mais comment se sert-il de cette narration pour argumenter en faveur de l'abolition de la peine capitale? Voilà, ça d'une part. D'autre part, il y a la relation entre le condamné à mort et Peppa. Donc, c'est un amour qui a commencé en quelque sorte sous forme d'amitié. Ils étaient amis. Et puis, la relation a évolué un peu vers un amour qui est idéal, vers un amour qui est platonique. Troisième axe, ou bien troisième point, c'est on va voir comment la fiction dans le texte est un outil efficace pour argumenter. Voilà. Donc, le passage, chapitre 33, se situe bien entendu après chapitre 32, bien sûr, hein. Dans le chapitre 32, on assiste comment dirais-je, à une conversation entre le condamné à mort et le gendarme. Voilà. Donc, on a changé le vieux. Et il y a un nouveau gendarme qui vient remplacer l'ancien gendarme. Et le nouveau gendarme, c'est un joueur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui joue à la loterie, c'est quelqu'un qui a toujours des difficultés financières, il vit la ruine perpétuelle et tout ça. Donc, il essaye de chercher l'aide chez le condamné à mort parce qu'il a besoin d'avoir des numéros qui lui permettront de gagner à la loterie. Voilà. Donc, le condamné à mort essaie un peu de saisir l'occasion. Il veut convaincre le gendarme d'échanger leur habit. Donc, comme ça, il pourra certainement s'évader de Bicêtre ou bien s'évader de sa prison, pardon. Mais pour le gendarme, la seule solution pour lui venir, c'est-à-dire un gendarme, lui venir en aide, c'est de mourir et de venir lui rendre visite le soir même ou bien le lendemain pour lui donner les numéros corrects qui lui permettront de gagner à la loterie et de sortir et de se sauver de sa ruine et de devenir riche. Voilà. Donc ces événements-là se situent avant le chapitre 33. Le chapitre 33 s'ouvre sur une description de l'état actuel du condamné à mort. Je cite: j'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai lâché, ou bien j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Voilà. Donc, cette ouverture, elle met en avant l'état actuel du condamné à mort qui souffre à mille couleurs, qui essaie de trouver une échappatoire pour s'évader de son présent. Alors, il met les mains sur les yeux et il commence à se souvenir de Peppa. Voilà. Donc, comme premier axe, on va voir
la narration ultérieure au service de l'argumentation. Comme j'ai dit, les écrivains romantiques en général, ils ont un thème très cher, hein, un thème très cher, c'est le thème de la fuite du temps et l'exaltation du moi. Donc, il y a beaucoup de subjectivité, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions qui évoquent des choses qu'on a vécues généralement avec sa bien-aimée pendant le passé. Voilà. Donc, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, le temps de la narration, c'est-à-dire la narration ultérieure à l'histoire, c'est-à-dire ce que je raconte maintenant, il a eu lieu il y a bien longtemps, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, et maintenant, je vous le raconte ici et maintenant. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le temps de l'histoire, ce que j'ai vécu auparavant. Cette technique permet aux condamnés à mort d'évoquer un souvenir doux, un épisode phare dans son histoire, c'est le souvenir de Peppa. Donc l'évocation d'un souvenir comme celui-là passe impérativement par l'utilisation du registre lyrique. Il y a beaucoup de lyrisme. Le lyrisme dans le texte, comme vous voyez dans les photos que je vous ai envoyées avant-hier, je pense, le lyrisme s'exprime à travers l'utilisation de plusieurs adjectifs. Ces adjectifs, ils décrivent d'une manière très précise l'état du moi du condamné à mort. Je cite à titre d'exemple, rieur, jeune enfant, rieur, jouant. Je cite aussi quoi d'autre comme adjectif, vous les avez dans le texte certainement. Excusez-moi. Voilà, vous avez rieur, rêveur, passionné, tout fier, tout ému. Ces adjectifs-là, ils nous permettent d'avoir une idée sur l'état d'âme du condamné à mort pendant cet épisode glorieux de son passé, là où il a vécu cette histoire avec Peppa. L'état d'âme se traduit aussi par l'utilisation d'un champ lexical de la nature. Vous avez plein de termes qui renvoient au champ lexical de la nature. Il y a jardin, étoile, couchon vermeil, oiseaux, arbres, été, le soir, les marronniers. Donc, les marronniers, on a déjà vu ça dans l'incipit du texte de Victor Hugo. Donc, le champ lexical de la nature, si vous l'avez remarqué, le champ lexical de la nature renvoie à un espace extérieur. C'est-à-dire, on est dans un espace ouvert, ce qui permet, bien sûr, le mouvement. Il y a du mouvement dans la description. Vous voyez, le condamné à mort, à cette époque-là, en compagnie de Peppa, il bouge. D'accord? Il bouge. Cela s'explique par l'utilisation des verbes d'action, les verbes qui expriment un certain mouvement dans le récit. Vous avez courir, par exemple. Si je m'arrête sur le verbe courir, il a été utilisé 1, 2, 3, je pense 4 fois. Je pense 4 fois. Le verbe courir a été utilisé à maintes reprises dans ce chapitre, ce qui exprime un peu le mouvement dans le texte. À côté de cela, il y a ce rapport irrationnel entre le condamné à mort et Peppa d'une part et leur mère d'autre part. Les mères, ça représente un peu la raison, n'est-ce pas? Les mamans, ça représente la raison, la protection, l'affection, mais le condamné à mort et Peppa, ils étaient irrationnels dans leur union. Je cite, nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble, nous sommes venus nous promener. D'accord? Donc, à chaque fois que les mamans leur demandent de faire une chose, le condamné à mort et Peppa la font autrement. C'est-à-dire qu'il y a le côté irrationnel dans leur union. C'est-à-dire que il y a l'exaltation du moi, comme je l'ai dit tout à l'heure.
ils ont laissé libre cours à leurs sentiments, à leurs émotions, et cela s'explique par cette tentative de s'échapper à l'autorité maternelle qui représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui représente la raison et la protection et la sécurité. Donc maintenant, on va passer à un autre point, c'est la relation entre le condamné à mort et Peppa. Comme vous l'avez remarqué dans ce chapitre, il y a deux moments de la relation entre le condamné et Peppa. Le premier moment, c'est une union puérile, une amitié. Ça n'a rien à voir avec les sentiments et tout ça. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, donc on va assister à une certaine évolution au niveau de la relation entre le condamné à mort et Peppa. Des sentiments vont naître, vont grandir, vont s'épanouir pour donner en quelque sorte un amour chaste. Donc, je commence par le premier point. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai dit que l'amitié entre le condamné à mort et Peppa, c'était une amitié puérile, enfantine. Je cite, on nous a dit de jouer et nous causons. Enfants du même âge, non du même sexe. Donc, enfants du même âge, non du même sexe. On a l'impression que le condamné à mort insiste sur le point de la sexualité ou bien du sexe tout court pour dire que il y avait une relation innocente entre le condamné à mort et Peppa. Voilà. Donc, au début, c'était ça. Après, maintenant, regardez bien, on va assister à un changement, je ne vais pas dire un renversement de situation, mais la chose à laquelle on va assister maintenant, c'est l'aboutissement, bien entendu, c'est l'aboutissement d'une amitié qui était puérile et chaste. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier, tout ému. Donc vous voyez, maintenant Peppa, elle s'appuie sur le bras du condamné à mort. Ça montre un peu le lien entre les deux. Ça montre à quel point Peppa lui fait confiance, à quel point Peppa se sent en sécurité. On a l'impression que le condamné à mort insiste sur le point de la sexualité ou bien du sexe tout court pour dire que il y avait une relation innocente entre le condamné à mort et Peppa. Voilà. Donc au début c'était ça. Après, maintenant, regardez bien, on va assister à un changement, je ne vais pas dire un renversement de situation, mais la chose à laquelle on va assister maintenant, c'est l'aboutissement, bien entendu, c'est l'aboutissement d'une amitié qui était puérile et chaste. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier, tout ému. Donc vous voyez, maintenant Peppa, elle s'appuie sur le bras du condamné à mort. Ça montre un peu le lien entre les deux. Ça montre à quel point Peppa lui fait confiance, à quel point Peppa se sent en sécurité quand elle s'appuie, je sais pas, quand elle s'appuie sur le bras du condamné à mort. On va dire que celui-ci vient peut-être remplacer la sécurité maternelle, l'affection maternelle. Maintenant, Peppa, elle a grandi et elle a besoin d'amour, vous voyez. Donc, regardez bien l'évolution au niveau du mouvement. Nous marchons lentement, nous parlons bas, elle laisse tomber son mouchoir, je lui ramasse ou bien je le lui ramasse. Ça nous rappelle un petit peu la relation entre Candide et Cunégonde dans le texte de Voltaire, l'Incipit. Il y a la même scène où Cunégonde laisse tomber son mouchoir, Candide essaye de le ramasser, oups, voilà, c'est l'amour qui surgit. Hein. Ici, Victor Hugo, il reprend la même scène, pratiquement la même scène entre le condamné à mort et Peppa. Comme vous le voyez, maintenant, on ne court plus. Avant, on courait, on était enfant, on courait, mais actuellement, on marche. D'accord? On marche, on parle bas. Donc, il y a l'intimité, il y a des choses qu'on ne veut pas partager avec le monde extérieur, des choses
qui ne nous concerne que nous, vous voyez. Donc c'est là où se voit l'évolution au niveau du rapport ou bien au niveau de la relation entre le condamné à mort et Pepa. Toujours avec le point qui concerne la relation entre le condamné à mort et Pepa. Là, donc, j'ai dit que maintenant, on assiste à un certain apaisement au niveau de l'état du moi des deux amants, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant on courait, mais maintenant on marche lentement. D'accord? Il y a une certaine sérénité qui vient s'installer dans les esprits. Je la fis asseoir, pas je sais pas. Attendez, je cherche la version que vous avez. Donc, page 114, voilà, page 114. Je la fais asseoir sur un banc de gazon. Vous voyez, on ne court plus, maintenant on s'assoit. On a l'impression que Peppa est noyée dans un certain laisser-aller. Elle était essoufflée, mais elle riait, d'accord? Il y a un certain bonheur, mais elle est fatiguée, Peppa, elle est fatiguée. Et il demande au condamné à mort de s'asseoir. Donc tout le monde va s'installer parce que on est un peu plus grand, vous voyez, il y a moins de mouvement. Donc on n'est plus enfant, on a besoin de nous installer parce que comme ça nous permet de nous exprimer mieux, d'exprimer ses sentiments, etc. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur les figures de style dans le texte. Bien sûr, ce sont des procédés stylistiques qui nous permettent d'accentuer et de renforcer l'idée de l'auteur ici dans le texte. Tout le monde va s'installer parce que on est un peu plus grand, vous voyez, il y a moins de mouvement. Donc, on n'est plus enfant, on a besoin de nous installer parce que comme ça nous permet de nous exprimer mieux, d'exprimer ses sentiments, etc. Voilà. Donc, maintenant, je reviens sur les figures de style dans le texte. Bien sûr, ce sont des procédés stylistiques qui nous permettent d'accentuer et de renforcer l'idée de l'auteur ici dans le texte. Je parle bel et bien de Victor Hugo. Donc, pour accentuer, pour renforcer sa pensée, Victor Hugo se sert de pas mal de figures de style. Par exemple, il y a des comparaisons, doux, calme, riant, comme des îles de fleurs dans ce gouffre de pensée, à la fois comparaison, par l'outil de comparaison comme, et il y a aussi une métaphore, un gouffre, ce gouffre de pensée. Donc c'est une métaphore. Voilà. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble, nous sommes venus nous promener. Donc aller, venu, ça c'est une antithèse. L'antithèse ici, son effet, c'est d'accentuer un peu, de renforcer l'idée de l'irrationalité dans le rapport entre Emma et le condamné à mort d'une part et leurs parents d'une autre part. Donc l'irrationalité ici, ça s'exprime à travers l'antithèse. Les mamans demandent d'aller alors que les deux petits viennent. Voilà. Il y a aussi une autre antithèse. Je cite nos mères qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Donc il y a une autre antithèse, c'est tort, raison, haut et bas. Donc l'antithèse est doublement exprimée ici, et c'est toujours pour accentuer l'irrationalité, le libre cours aux sentiments des deux amoureux. Voilà. Donc, ce sont quelques figures de style que j'ai pu repérer aussi. Bien entendu, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres figures de style. Le troisième et le dernier point de cette modeste analyse, c'est celui de l'argumentation. Bien entendu, nous sommes
nous avons affaire à un roman à thèse, donc il y a de l'argumentation. Nous l'avons étudié dans tous les chapitres précédents. Voilà, donc maintenant, elle est où l'argumentation dans chapitre 33? C'est ça la question un peu qui nous interpelle. Voilà, alors je dirais que dans ce chapitre, Victor Hugo, il fait recours à l'argumentation indirecte. L'argumentation indirecte, c'est un outil qui permet de passer implicitement ou bien de faire passer implicitement sa pensée. Victor Hugo se sert du condamné à mort, de Pépa, des mères, des frères, de tout un arsenal de personnages pour transmettre sa pensée qui est, bien entendu, l'abolition de la peine capitale. Comment ça? Donc, l'argumentation indirecte, c'est en quelque sorte comme ce que nous avons vu chez Voltaire, dans Candide de Voltaire. Donc, on n'argumente pas directement, mais on essaye de noyer le lecteur dans un univers de fiction, là où il va s'oublier, bien entendu, il va être un peu engagé dans une course derrière les événements, derrière ce qui va se passer, à quoi va aboutir le récit. Ici, dans le texte, dès le début, on se pose des questions. Ça va aboutir à quoi la relation entre le condamné à mort et Pépa? Donc, quel est l'aboutissement? Est-ce qu'il y aura une fin heureuse? Est-ce qu'il y aura une fin malheureuse? Les événements s'enchaînent et nous, on est en quelque sorte essoufflés à cause de cette course derrière l'infini. Bien sûr, derrière la recherche, on ne peut pas le cacher, derrière la recherche d'une fin heureuse. Voilà. Donc, comme ça, nous, en tant que lecteurs, on a oublié la peine capitale, on a oublié les arguments pour, les arguments contre, et on est noyé dans l'univers de la fiction. Ça, c'est une technique d'argumenter d'une manière indirecte. Là, on s'engage, on est identifié, on se sent impliqué dans l'histoire, on s'identifie au personnage du condamné à mort et on espère le voir heureux, on espère qu'il reste en vie, on espère une fin heureuse. Et c'est là où consiste l'argumentation indirecte de Victor Hugo dans le chapitre 33. Ce sont des exemples un peu révélateurs qui expliquent la pensée de l'auteur, un rythme binaire parce que il y a la dichotomie passé-présent, il y a la dichotomie amitié puérile et amour chaste, il y a la dichotomie enfermement et liberté. Donc c'est pour cela qu'on assiste à un rythme binaire dans le chapitre 33 parce que il y a toujours cette dualité entre le passé glorieux et le présent horrible, cette dualité entre comment dirais-je, entre l'enfermement dans la prison et la liberté dans laquelle vivait le condamné à mort par le passé. Donc cette dualité explique la présence du rythme binaire dans le texte.